plus de 11% de rendement à obtenir si vous investissez sur Imerys. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus à sa valorisation et au calcul. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Pour comprendre un petit peu l'entreprise, on va essayer de se plonger donc dans son histoire. Donc c'est une société française spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels. Donc elle a été créée quand même il y a un certain moment. On voit qu'en actionnaire principal, on a un groupe belge qui représente 53%. Donc qui est une société de portefeuille de services financiers à travers Imerys, numéro 1 mondial du secteur, dont elle est actionnaire majoritaire de la production de métaux de construction avec Lafarge Holcim, donc qui avait fait leur fusion. Voilà, donc maintenant ça nous intéresse pas exactement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à peu près sur quels métaux est-ce qu'elle opère. Donc on va aller regarder ça tout de suite ici dans les revenus. Donc on va aller regarder un petit peu performance minerais, on n'a pas trop d'informations, énergie solution, céramique minerais, high resistance mineral, filtre et performance additive. Donc on n'a pas trop d'informations, on va continuer d'aller sur Wikipédia et donc on voit, voilà, producteur de pigments blancs, kaolin, carbonate de calcium. Donc on retrouve à peu près, voilà, l'acquisition des filiales, la structure de l'opération. Donc on a du lithium, on a eu des mines de talc. Donc le talc, une espèce minérale composée de silicate. Quand vous mettez la couche d'un enfant, vous avez besoin de talc, de poudre de talc. En 2018, elle comptait Johnson & Johnson, qui se condamnait à se verser 117 milliards. Voilà, donc il y a eu des controverses pour de produits d'amiante à base de talc, à ce niveau-là, 2018, 20 avril 83, et puis ensuite, à la fin de l'année, elle cote à 42, et ensuite on prend le Covid, et elle cote à 21. Et aujourd'hui, on cote à peu près à 31, c'est-à-dire qu'on est quand même assez proche du Covid, on est assez proche de 2008, alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une société qui est cyclique. Prenant de base le prix des matériaux et des matières premières, elle va évidemment fluctuer à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça va être comme être une entreprise pétrolière, il va falloir normaliser les bénéfices. Donc la croissance du chiffre d'affaires, elle sert à rien du tout. Le profit brut non plus, les dépenses d'exploitation, ça, elles nous intéressent parce qu'en fonction du volume, elles vont être plus ou moins importantes. On a vu par exemple en 2018, le volume était très fort et elles ont été extrêmement importantes. Ensuite, on a vu que 2019, 2020, 2021, on a eu continuellement une baisse de notre croissance, c'est-à-dire que les prix des métaux étaient extrêmement bas. Ensuite, en 2022, quand le monde s'est réouvert, on a eu des prix des métaux qui ont explosé, et puis ensuite en 2023, voilà, fin de l'inflation, les prix des métaux reviennent à peu près sur une normale. Donc il va falloir qu'on prenne en compte à peu près le revenu net. Donc le revenu net, on voit qu'il passe de 300 millions à négatif, à 121, à 30, à 240, à 230. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre, je pense en moyenne, entre 100 et peut-être 150 millions de revenus nets. Voilà, on a des dépenses d'exploitation, comme je vous l'ai dit, donc avec les frais de vente généraux ou de frais de fonctionnement, on n'a pas de recherche et développement, et en termes de dépréciation et amortissement, voilà, ça dépend, ça fluctue aussi des années. Donc on va aller regarder un petit peu plus le cash et les activités d'exploitation. On voit que, contrairement donc au revenu net, il est beaucoup moins cyclique, et les free cash flow, ça a l'air d'être le cas, donc on peut prendre une moyenne d'environ 200 millions de free cash flow par an. On va aller regarder un petit peu maintenant le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue? On voit que le nombre d'actions augmente. Donc ça, c'est pas très bon pour nous. C'est-à-dire que le bénéfice net par action, même si on stagne à petit peu près sur notre cash, voilà, il diminue pas, il diminue. Maintenant, en termes de marge brute, on voit que les marges brutes fluctuent et tournent à peu près entre 25 et 30. C'est-à-dire que ici, on n'a pas forcément de pouvoir concurrentiel. On n'a pas des coûts d'exploitation extrêmement bas. Par contre, on peut voir des marges EBITDA extrêmement élevées. Et les marges nettes, ça va tourner un petit peu, mais voilà, on a des marges personnelles par contre qui, elles, ont tendance à diminuer à travers le temps. Donc c'est-à-dire que, en soi, nos marges brutes, c'est-à-dire que le coût de nos marchandises, le fait que nous, on les extrait du sol, nous coûte de plus en plus cher. Le fait qu'on ait besoin de main-d'œuvre, etc., elles nous coûtent encore de plus en plus cher. Et pareil, donc pour les EBITDA, on voit qu'on a une tendance, même si elles sont assez élevées, on a des tendances à baisser. Et ensuite, en termes de dette, c'est-à-dire et même de la dépréciation, donc en termes de dette et de dépréciation et amortissement, on voit que la marge nette souffre énormément. Maintenant, on va aller un petit peu plus se prendre au jeu et donc calculer ça. On est à peu près sur 200 millions qu'on divise par 8, ce qui nous donne à peu près entre du 2,5 et un petit peu plus en termes de résultat net. On voit que ça a l'air d'être à petit peu près le cas, donc 2,5 sur
un prix de 31, ce qui nous donne à peu près une renta de 6 à 7%, ce qui n'est pas énorme, mais donc c'est une renta en tout cas à ce prix-là. Parce qu'elle verse un dividende, effectivement, on voit qu'elle se réserve aussi de le couper en fonction des années. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec son cash? On voit que, bizarrement, en 2022, même si ça avait été une bonne année pour elle en termes de chiffre d'affaires, on voit que 2023 a été la meilleure année en termes de cash liés aux activités d'exploitation. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a eu une dépréciation un petit peu plus importante? Non. Est-ce qu'on a eu un revenu net plus important? Non. C'est les éléments hors trésorerie et l'évolution du fonds de roulement qui nous a mis très bien. Pourquoi? En 2022, on a vendu énormément. On s'est dit, on va les vendre, ce qui fait que on a eu un fonds de roulement qui était négatif, étant donné qu'on a beaucoup vendu à crédit, mais ensuite en 2023, on a pris ces effets positifs, parce que même si le revenu net, vous le voyez qu'il est seulement à 53 millions, avec le fonds de roulement et les éléments hors trésorerie, c'est-à-dire sûrement des dépréciations, que sais-je, on a réussi à gagner beaucoup plus d'argent. Ensuite, on a fait la vente d'une entreprise. Donc ça, c'est une information bonne à prendre en compte. On a vendu une boîte pour 500 millions, et après, on a fait des dépenses d'investissement de 398 millions. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la dépréciation et amortissement. C'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui a toujours un objectif de croître. Mais à peu près, on est sur 100 millions en plus, ce qui nous fait qu'on est à peu près sur un quart du total CAPEX qui représente le CAPEX de Growth. Donc c'est quand même assez important. Maintenant, on va voir à combien est-ce qu'on a le ROIC, donc le retour sur le capital investi, ils sont extrêmement bas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on prend en compte les capitaux employés, c'est-à-dire tous les capitaux employés? Parce que évidemment, si on prend en compte le total, forcément il y a des capex de maintenance, donc ça va pas nous faire augmenter tant que ça. Mais après, si on a 100 millions en plus, voilà, c'est des recalculs à faire. Et après, on va aller regarder un petit peu le bilan, c'est-à-dire qu'on a 2,38 de dette, c'est-à-dire que la dette, elle tourne à peu près, on a des avoirs à 3,16, on a à peu près un peu plus d'1 milliard de cash, donc voilà, on a 1,26 milliard de cash. On a beaucoup d'investissements à court terme, c'est-à-dire qu'on a peut-être dû avoir des obligations d'État, etc. On avait vu que l'actionnaire c'était Belgique, peut-être qu'ils ont des actions d'État belge, qui sait. Et ensuite, donc on va voir combien est-ce qu'on verse en dividendes. On voit qu'on verse en moyenne 300 millions en dividendes pour atterrir à peu près sur un dividende de 1,35. C'est-à-dire que en soi, comme on avait pu le voir, sur un free cash flow de 200 millions, hein, c'est-à-dire qu'on prend les 600 millions, on prend la dépense d'investissement à moins 400 millions à ce niveau-là, ce qui nous donne à peu près du 200 millions free cash flow. On va aller verser 330 millions en dividendes. Donc il nous manque 100 millions quelque part. Et ben on va aller émettre de la dette pour. Après, autre élément financier, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais pour aller payer le dividende de Imerys, aujourd'hui, on utilise de la dette. En tout cas avec les calculs qu'on peut voir. Donc même si elle est faiblement valorisée aujourd'hui, sur à peu près donc 2,5 fois, 200 millions de rendement sur une KPI de 2,6, qui nous donne à peu près du 13-14 fois les bénéfices, sur une action qui en moyenne, étant donné qu'elle est cyclique, ne pourra jamais dépasser, entendons-le, entre 10 et 15 fois les bénéfices. Je pense que Imerys est correctement évaluée au prix actuel et qu'elle ne constitue pas une opportunité d'investissement à court et à long terme. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.